Bonsoir, madame, monsieur. Voici une nouvelle édition de Géopolis, exclusivement sur Equinox Télévision. La liste des candidats à l'élection présidentielle de 2018 au Cameroun s'allonge. Le dernier à s'est déclaré pour cette échéance est le docteur Hilaire Kamga, le mandataire de l'offre Orange. Depuis de nombreuses années, il est un acteur de premier plan du landerneau sociopolitique camerounais. En tant que notre invité cette semaine, il nous dira ce qu'il propose s'il était propulsé à la tête du Cameroun. Nous évoquerons aussi avec lui les autres acteurs de ce scrutin présidentiel, la crise anglophone et naturellement l'actualité camerounaise de ces derniers jours, de ces dernières semaines. Bonsoir, docteur Hilaire Kamga. Bonsoir Guy, bonsoir à tous les citoyens qui regardent cette télévision citoyenne. C'est avec plaisir que je suis avec vous pour évoquer donc les sujets auxquels vous faites allusion. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation, mais on fait un constat d'entrée de jeu. Vous n'êtes pas en orange aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut justifier ce changement dans votre look vestimentaire? On a été habitué à vous voir régulièrement en orange. Je serai toujours en orange, mais il a fallu aujourd'hui que j'essaye de voir dans quelle mesure, même sans être habillé en orange, je reste orangiste. Parce qu'il faudrait que le public s'habitue au fait que l'orangisme n'est pas que l'habillage, c'est aussi d'abord une philosophie, une idéologie, parce que cette idéologie est portée par les mouvements révolutionnaires. Alors on a comme souvent l'impression que l'orangisme reste à l'extérieur, c'est seulement les habits, mais c'est aussi et surtout un contenu qui est assez consistant. Alors que faut-il entendre par l'orangisme dont vous parlez justement? Oui, l'orangiste c'est un mouvement et nous n'avons pas la prétention d'inventer la roue. Il faut noter que c'est depuis l'Ukraine que qu'on a eu le premier mouvement orange. Et qu'est-ce qu'on peut en retenir? C'est que le peuple est seul souverain. Lorsqu'un peuple souverain est déterminé et agit collectivement, il peut, par le biais, au travers d'une élection, au cours de laquelle il va consacrer sa légitimité, il peut décider de s'opposer à une dictature et recouvrer sa souveraineté, y compris avec l'appui de l'armée qui, cette fois-là, voyant la détermination du peuple et son action collective, est obligé de faire un choix entre soutenir un homme et un clan ou soutenir un peuple qui est dans la rue et déterminé. C'est ce qui s'est passé en Ukraine et c'est ce que nous croyons que ça va se tenir au Cameroun. Nous sommes convaincus qu'on aura cela si et seulement si le peuple comprend l'enjeu. Vous pensez alors qu'il est que les Camerounais comprennent ce type d'enjeu? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine frilosité lorsqu'on voit, on a bien convenu tous ces derniers mois que la situation qu'on vit dans les années 90 n'est plus de mise? Vous savez, j'ai eu le privilège de travailler avec des collègues dans plusieurs autres pays. L'orangisme, on peut dire le quasi-orangisme, a été expérimenté dans d'autres pays déjà. Mes amis ont lu l'ouvrage et ont essayé de le mettre en application, c'est-à-dire son contenu, au Niger par exemple. C'est l'orangisme qui a renversé le mouvement, le régime de Tandja. Il en est de même... Mamadou Tandja viré du pouvoir grâce à la société civile qui s'est mobilisée, la société civile lorsqu'il a voulu... Tout à fait. Tandja a été obligé de quitter le pouvoir. En fait, on l'a fait quitter le pouvoir. C'est la rue, c'est le peuple, sous le leadership de la société civile, dans la mise en application de l'orangisme d'une certaine manière, avec une période de transition qui, naturellement, a permis au peuple souverain de se réapproprier sa république. Au Burkina Faso, ça a été quasiment la même chose. Donc, est-ce que vous pouvez imaginer qu'entre le moment... Alors, donc vous dites que le ballet citoyen s'est inspiré d'une certaine manière de vous? Bien entendu, pas de moi, de l'orangisme. Ne ramenez jamais l'orangisme à Hilaire Kamga. Voilà, c'est un mouvement pensé par un collectif de personnes. Ils sont énormes, ils sont très nombreux. Il faut noter que dans le cas de l'idéologie elle-même, ces contenus est théorisé dans un ouvrage de 270 pages, que je signe au nom de tous ces concepteurs-là, parce que je ne suis pas le seul auteur, et que le cardinal Toumi, qui pour moi est l'homme le plus crédible de ce pays, donne le là en endossant en premier, parce qu'il signe la préface de ce point de vue. Donc l'orangisme a été expérimenté déjà dans un certain nombre de pays. Vous parliez du Burkina Faso aussi? Du Burkina Faso, où j'ai travaillé avec nos collègues de la société civile là-bas. Vous le savez, en tant que très très brillant journaliste, que le mouvement est parti de la société civile. Et il y a eu une récupération par des forces contre-révolutionnaires à un moment donné. Ça a été la faille aussi de la révolution burkinabé, parce qu'elle n'a pas totalement réussi, puisqu'elle a été... Mais tout ce qui retient que le fond de l'opération, c'est l'orangisme. Parce que c'est ce mouvement que le peuple doit porter et s'imposer. Ça peut se faire par les urnes, ça peut se faire hors des urnes. Je souhaite
Moi, je souhaite que ça se passe par les urnes au Cameroun. C'est pour ça que ça s'appuie au Cameroun dans un mouvement que nous appelons la plateforme de la société civile pour la démocratie, dont le slogan c'est pour une alternance par les urnes et dans la paix. C'est ce que nous souhaitons. Mais il faut aussi que le peuple sait que, à la réalité, toutes les options sont possibles, puisque celui qui est le seul souverain. Nous ne voulons pas la guerre, certes, mais les orangistes aussi apprennent à se défendre. Donc, pour dire à la réalité, et je vais finir sur cette question par là, pour dire qu'il ne faut pas se mépriser sur la capacité de ce peuple à réagir. Le peuple africain n'est jamais amorphe, quel que soit le pays. Donc, je parlais du Niger, entre le moment où le peuple se lève et que Tandja décide de partir, et le moment où il y a encore des gens qui dithyrambiquement font de Tandja le plus beau, l'homme le plus providentiel et tout, il ne s'écoule pas plus de 48 heures. Même vos collègues de la télévision publique nigérienne, à ce moment-là, au journal, leur journal de 12 heures, sont encore en train d'encenser Tandja, dire qu'il est le plus... À 17 heures, il était parti. Donc, pour dire que on peut croire que le peuple camerounais est mort, mais il faut un déclic. Et on verra un autre peuple. Et ceux qui ont connu les années 90 doivent aussi... peut-être qu'on n'enseigne pas trop cela aux gens. Il faut enseigner quoi aujourd'hui, les années 90? Oui, il faut expliquer, il faut leur dire comment la révolution des 90 s'est passée. Et qui pouvait s'imaginer qu'on pouvait voir 30, 40, 50 000 personnes dans les rues de Yaoundé en train de marcher contre le régime de Biya alors que Biya était au pouvoir. Alors qu'on avait Fauchevet qui était là. Pour ceux qui le savent, Fauchevet. Délégué général de la Sécurité nationale. Mais surtout le grand patron de renseignement généraux depuis Aïdjo. Oui, et qui avait cette... Et qui, la légende disait qu'il faisait disparaître les gens. Il suffisait que vous ne soyez plus en accord avec le système pour qu'à l'issue d'une convocation ou d'une simple visite de ces hommes chez vous, vous disparaissez pour de bon. Et donc, on est dans un contexte de peur d'une plus grande peur que mais les Camerounais ont surmonté ça. Et comment ça s'est passé? Alors, vous dites qu'il faut enseigner ça aux Camerounais, c'était l'occasion d'en parler un peu, docteur Hilaire Kamga. Non. Alors, le déclencheur des années 90, ça a été quoi? Non, on peut pas. Il faut d'abord noter que les mouvements 90, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas toujours le vent de l'Est. Le vent de l'Est. C'est pas forcément la chute du mur de Berlin. Ou le discours de la bolle de Mitterrand. Non, il y a d'abord eu une constellation de forces et de faits endogènes au Cameroun qui ont précédé à cette dynamique populaire. D'abord, il ne faut jamais l'oublier, il y a eu sa fameuse cassette, qu'on a envoyé, Djekam aurait porté de la part de Guérandi pour le Cameroun. Djekam Tchameni, il a été arrêté pour cela. Et il n'en est pas mort. Donc on a compris qu'on peut arrêter quelqu'un ne meurt pas. Ça c'est un premier fait. Il y a eu le deuxième fait très important, qui est celui de l'arrestation des neufs de Yondo Black, Maître Yondo Black, et les Canet, Anissé, Arrêt et les autres, qui ont été gardés à Douala, ensuite à Yaoundé, et qui ont été jugés au tribunal militaire. Mais on s'est rendu compte qu'ils n'ont pas disparu. Et ils ont quand même posé la problématique de la possibilité de création d'un parti politique. Et il y a eu ensuite des mouvements estudiantins, c'est-à-dire l'université où le Parlement a vu le jour, et ensuite le SDF qui s'est créé par la suite. En mai, parce qu'il faut noter que... mai 90 à Bamenda. Parce qu'il faut pas inverser les données de l'histoire. C'est pas les politiques qui ont mis les gens dans la rue, c'est les civils qui mettent les gens et les politiques s'en servent ensuite. Ça, c'est important de le dire. Parce que les événements de l'université se déroulent en avril 90. Et le SDF se crée en mai 90. Mai 90. Et le SDF puise dans la main d'œuvre estudiantine révolutionnaire qui est à Yaoundé et qui a lancé le mouvement parlementaire à la réalité pour faire et c'est Maître Mouna qui est le premier à prononcer le mot SDF, ça c'est au tribunal militaire. J'ai eu le privilège d'y être le tout petit parce qu'il y a un certain colonel Jock qui m'a fait entrer parce qu'il n'y avait que les civils, les militaires et les avocats dans la salle. Donc pour dire que il y a eu un ensemble d'éléments qui ont permis au peuple de comprendre que c'était possible. Et donc, du coup, à partir de l'université de Yaoundé, et ensuite de Bamenda, les gens ont compris qu'il faut structurer le changement. Alors, il va y avoir cette marée dans les rues, les marches en faveur de quoi? Du multipartisme. Oui. On appelle au retour au multipartisme. Oui, parce que le dernier déclencheur, après tout ce que je viens de dire, c'est qu'ensuite, il y a un certain Célestin Monga qui va écrire une lettre. Lettre ouverte au président. Voilà. Et Diawé va prendre la peine de publier dans son journal. Dans le Messager. Et naturellement, on est dans un contexte de sécuritocratie exagérée. Ils sont donc arrêtés et envoyés en prison. À Newbel. La Piro de Banga, qui est un artiste très populaire à ce moment-là,
se met dans la rue avec les R et lance le mouvement de mobilisation pour leur libération. Nous prenons le relais à Yaoundé et toute la ville de Douala, y compris les villes, les quartiers chauds de Yaoundé, d'abord l'université Ngouekele et toutes les zones de Mélin, et pratiquement en Brest. Et ensuite, maintenant, on se rend compte que Biya plie et fait libérer ces 2 personnes. Et par la suite, naturellement, on part de cela pour mettre en place une dynamique structurante du combat. D'abord, le comité de libération de Monga Diawé, qui va se muer en Cap Liberté, dont nous en sommes les membres fondateurs à ce moment-là. Et surtout, Djekam Chameni qui en est le leader, bien entendu, et Sinjun Pokam, et bien d'autres leaders qui ont comme ça créé... Alors les villes mortes interviennent à quel moment? Il y aura des villes mortes qui vont arriver. À la suite de cela... de la libération de Monga Diawé, parce qu'il faut noter qu'on se rend compte qu'il faut que le mouvement de droits de l'homme se crée. Absolument. Et 3 premiers mouvements se mettent en place. Il s'agit de Cap Liberté, qui est quasi révolutionnaire. Il y a l'Human Rights Watch de professeur Ambroise Com et l'OCDH de Charles Tchunga. Voilà les 3 mouvements qui se mettent en place. Et le mouvement populaire qui va prendre effectivement la rue, c'est Cap Liberté, qui s'appuie sur le corps estudiantin, sur le corps de la jeunesse, pendant que les autres mouvements sont plus élitistes et autres. Donc, quand vous dites révolutionnaire, qu'est-ce que vous mettez dans révolutionnaire, dans ce contexte-là? Dans ce contexte, la révolution se comprend comme la mise en œuvre d'un mouvement dont l'ultime but est de chasser le régime, c'est-à-dire créer une révolte qui permet que le régime qui produit l'asservissement, qui produit le malheur, le mal-être, disparaisse. Et donc ça structure autour d'une révolution qui a une idéologie, qui a une stratégie. Et la première étape de cette stratégie, naturellement, c'est de dire, OK, on fait comment? Les villes mortes. Il faut le comprendre, les villes mortes n'ont pas été initiées par les partis politiques. Ça a été initié par la société civile, encore une fois de plus. Et c'est fort de cela que... Et notamment, Brahma Sok va jouer quel rôle? Non, Brahma Sok va jouer un rôle central, important. Le premier rôle de Brahma Sok, ça a été d'abord de proposer cette théorie gandhienne que sont les villes mortes. Il faut reconnaître que c'est de lui qu'on tire ce concept. Et ça va être lancé, et il ne reste pas en deuxième plan, il reste au premier plan lors des manifestations de rue, à la réalité. Et maintenant, autour de cette dynamique de la société civile, se construit la dynamique plurielle qui allie société civile et partis politiques. Et dont la coalition qui va se mettre ensuite, qui va se mettre en place par la suite, coalition des forces politiques et de la société civile, dans laquelle nous nous retrouvons au titre de la société civile, naturellement. J'ai 23 ans à ce moment-là, où les choses vont se... Mais ça va aller jusqu'en août. Et c'est en août 1991, exactement, en août, que la chose la plus grave va se dérouler. Et nous sommes le 2 août exactement, où le pouvoir de Yaoundé a compris que la force du mouvement de rue était le Cap Liberté, et surtout Djekam Chameni et son équipe. Et donc il y aura cette fameuse affaire de la grenade que je n'ai jamais oubliée, lancée à Stamatiades, un magasin de Douala, et qui va donner le prétexte pour que l'armée mène son raid sur Intellar. Intellar qui était la société, l'entreprise de Djekam Chameni. Exactement. Où après le mouvement de rue, tout le monde avait replié. Et donc on va se retrouver avec près de 200 personnes arrêtées. Des gens sont torturés, des gens subissent des choses extraordinaires dans cette ville-là. Et Djekam va être obligé d'aller en exil. Et le pouvoir de Yaoundé décide donc de mettre un terme à cette ouverture de liberté. Et les mouvements sont dissous. Mais alors, le pouvoir avait argué qu'il y avait quand même des dérives, il y avait le fameux carton rouge. Quel était l'objectif? Vous en savez quelque chose? J'en sais d'autant plus que j'en ai été l'un des distributeurs. Le carton rouge servait à quoi? Nous avons pas un moyen de s'enrichir? Il n'y a pas de moyen de s'enrichir. Toute révolution se finance. Et ceux qui se sentent révolutionnaires, qui croient en la révolution, contribuent au financement de la révolution. Pour déplacer les gens de Yaoundé, de l'ouest, et ainsi de suite, pour fabriquer nos documents de communication et de propagande, il faut bien de l'argent. Et donc, tous ceux qui croient au mouvement devraient pouvoir donner une contribution. On a sorti les cartons rouges comme un moyen de permettre une contribution du peuple souverain à la lutte révolutionnaire qui était menée. Donc, ceux qui pensent qu'ils vont considérer ça de manière péjorative, c'est leur problème. Nous assumons les villes mortes. Et il faut que le pouvoir aussi assume son action dans les villes mortes, c'est-à-dire les tueries et tous ces ensembles de personnes qui ont été assassinées par l'armée mise en route par M. Biya Paul. Alors, donc, de toutes les manières, l'élection présidentielle de 92 ne va pas donner lieu à ce changement que vous espériez. C'est quand même un échec de votre part. Non, il faut peut-être dire une chose importante, citoyen Guizogo.
Ça reste en travers ma gorge, cette affaire de 92. J'ai eu le privilège d'être le plus jeune acteur leader engagé à ce moment-là, au niveau le plus élevé dans la lutte du changement. Je n'étais pas un acteur politique. Je ne peux pas dire pourquoi ils m'ont choisi à ce moment-là, mais toujours est-il que lorsqu'on arrive à Yaoundé pour décider de cette campagne, on me confie la cellule de communication, dont j'en suis le rapporteur principal. Et je vais être dans cette cellule avec des gens comme le professeur Charlie Gabriel Mbok, comme les Jean-Baptiste Sipa, je cite les vivants, ou bien les décédés comme les Célestin Lingo, et d'autres vivants comme Adamo Moussa, il faut le dire, ils étaient dans la cellule. Ou même comme M. Séverin qui nous a retrouvés dans la cellule, ou comme le professeur Camto qui est venu à quelques temps après. Mais c'est moi le rapporteur de la cellule de communication. Ça c'est important. Et donc, j'ai jamais été dans un parti politique, mais j'ai quand même pu accompagner cette gestion-là. Et nous représentions les forces révolutionnaires. Et il faut noter que plus la révolution avançait, malheureusement, je peux le dire, d'autres peuvent le dire mieux que moi, comme Djekam le dira mieux que moi, mais avec le recul nécessaire, nous nous rendons compte qu'à la réalité, ceux qui ont pensé la révolution n'ont pas pensé la sécurisation de la révolution. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, la dynamique de prise de contrôle de la révolution par les forces réactionnaires n'a pas été contrôlée. Les forces réactionnaires ont pris le contrôle de la lutte et à un moment donné, l'expression publique du mouvement de changement n'était plus l'expression des forces révolutionnaires, mais des forces réactionnaires à la limite. Donc des forces contre-révolutionnaires. Il faudrait bien que nos téléspectateurs comprennent, quand on dit forces réactionnaires, c'est en réalité celles qui, même en se trouvant dans le camp du changement, n'en sont pourtant pas. C'est celles qui vont confisquer le mouvement, il faudrait bien expliquer. Exactement. Voilà. C'est-à-dire ceux qui peuvent du bout de l'air porter le message révolutionnaire, mais qui à la réalité n'ont pas d'essence révolutionnaire. C'est-à-dire sont en fait des transfuges, mais qui ont gardé un pied dans le camp des forces de l'oppression. Oui. Alors, donc, il faut noter qu'il y a un mouvement de déplacement des cadres du RDPC vers les forces du changement. Et là, la révolution n'avait pas prévu le contrôle de cela. Et donc, le leadership des forces du changement n'étant pas tenu par les forces révolutionnaires, ça facilitait donc la pénétration de ces genres de forces. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui démissionne du RDPC le matin, et le soir, il se retrouve à une position extrêmement importante dans la dynamique de lutte pour le changement. Ce qui n'était inadmissible en matière de révolution. Parce qu'il n'a pas eu le temps de se former, il n'a même pas compris ce pourquoi on est là. Mais du coup, parce qu'il était ministre, il se retrouve leader dans notre dynamique. Et donc, voilà comment on échoue à la limite. Donc, on a eu plein de transfuges. Vous savez, il y a eu des choses comme le courant des forces progressistes, par exemple, du RDPC. Tous les membres de ce courant sont retrouvés dans les forces du changement. Ça, c'est pas mauvais. Mais simplement, on ne devait pas les laisser jouer un rôle central. Mais ils se sont retrouvés à des positions où ils pensaient même la révolution. Comment est-ce qu'un réactionnaire peut penser la révolution? C'était pas possible. Les Sengako et tout ça, tout son équipe. C'est-à-dire, c'est François Sengako, Garga Manadji. Les Garga n'étaient pas dans le courant de force progressiste, mais aussi. Non, oui, dans le RDPC, François Sengako. Il est parti du RDPC, il a démissionné. Il a démissionné. Et ça a été, par exemple, l'un des éléments l'une des difficultés que j'ai eues avec les gens de Frondi à un moment donné, parce que lorsqu'on structure la dynamique et le leadership de la révolution, de la lutte finale, M. Hamenim Biele, le docteur Hamenim Biele, c'est lui qui est le directeur de campagne. Oui, tout à fait. Et donc, naturellement, nous l'avons reçu ici. Ma cellule travaille sous lui, à la limite. Et donc, la cellule de communication, qui est la cheville ouvrière de la campagne, travaille sous Hamenim Biele. Mais à un moment donné, on apprend que M. Garga, qui a démissionné, c'est quand même quelqu'un de bien, mais qui a chassé le baleine et tout, c'est bien, c'est bien. Mais simplement, on apprend qu'il vient d'être nommé chef d'état-major de campagne. Alors ce bicéphalisme participe donc à montrer à quel niveau nous sommes en train, les forces gouvernementales sont en train de perdre la lutte. Parce que M. Foundi ne peut pas nous expliquer quelle est la différence il fait entre chef d'état-major de campagne et directeur de campagne. Or, comme la structure révolutionnaire était fondée sur la gestion post-révolution, la gestion de pouvoir, et dont on pouvait naturellement s'attendre, comme ça a été conclu, que M. Hamenim devient le premier ministre de transition. Visiblement, il y a des bagarres à l'intérieur. Je ne sais pas si on peut parler en termes de bagarre, mais il y avait beaucoup il y avait beaucoup de négociations qui échappaient aux forces révolutionnaires, à la réalité. Donc que les Gargas se retrouvent là, j'ai pas de problème dans la lutte.
mais seulement qu'ils se retrouvent dans une position de parallélisme avec la structure opérationnelle officielle. Ça devenait un problème. Que le Senghor, paix à son âme, se retrouve en train d'être conseiller spécial à Bamenda et tout ça là, pour écrire un certain nombre de choses importantes, ça devenait, vous voyez, c'est des forces qui n'ont rien de la révolution, qui ont à la limite théorisé l'oppression, qui ont théorisé le régime, c'est-à-dire que sur le plan conceptuel, le régime d'oppression qu'on avait, qui se retrouve être ceux qui doivent parler au nom de la révolution. Alors, donc, justement. On perd la lutte à ce moment-là, puisque quand on neutralise Cap Liberté et tous les autres mouvements, on est en minorité dans ce. Et donc vous allez voir un tas d'opportunistes qui vont prendre le contrôle, finalement, comme je l'ai dit, de la lutte. Certains sont dans des positions de pouvoir aujourd'hui, vous le savez très très bien. D'autres même resteront dans l'opposition et sont repartis, ainsi de suite. Donc, quand l'élection de 92 se passe, nous venons de finir l'ensemble des meetings de campagne. Les 10 meetings de campagne ont été pensés à partir de notre cellule. Les 10 grands meetings. Le dernier se passe ici à Yaoundé le 10 octobre. Le 10 octobre. Le 10 octobre. La veille du scrutin qui a lieu le 11 octobre. Voilà. On finit ce dernier meeting. Et déjà à Bafoussam, lorsque le professeur Kamto arrive à la cellule de communication, et il intègre la dynamique avant le meeting de Bafoussam, quand il fait son discours, on se rend compte à Bafoussam qu'à la réalité, toutes les perspectives de victoire sont en train d'arriver. Et donc quand on finit à Yaoundé, je suis convaincu que la victoire est dans la poche. Oui. Nous avons gagné. Parce qu'on peut dire que les gens qui viennent au meeting, ils sont des sympathisants et autres, mais la ferveur était là. On sentait que la révolution, le peuple révolutionnaire croyant à la révolution, il est végan. Mais simplement, on avait oublié une chose, qu'on n'avait pas le contrôle. Le contrôle de la lutte. Le leadership n'était pas sous contrôle. C'est M. Fondi qui en avait le contrôle et c'est son parti qui légalement avait porté la candidature. Parce qu'il faut le noter, ce n'est pas le SDF qui va gagner l'élection, c'est la révolution qui est supposée gagner puisque nous avons d'abord choisi le candidat avant de chercher l'appareil politique qui devait le porter. En fait, l'élément administratif qui devait le porter, pas l'appareil politique. Donc, le fait de dire, comme ça a été le cas au lendemain de l'élection, qu'il faut qu'on reste calme. Ça a été une erreur. Mais ça a été le discours c'est le discours des forces qui ne sont pas révolutionnaires. On n'attend pas. Donc vous estimez que Froundi a fauté en disant qu'il ne fallait pas revendiquer cette victoire? Chacun a son opinion. Mais l'histoire montre qu'à la réalité, il était indiqué que le peuple qui s'est mobilisé dans la rue pour imposer la démocratie, qui s'est mobilisé pour imposer cette élection, qui se mobilise aussi pour exiger que le résultat qu'on a obtenu dans l'urne soit celui qu'on déclare. Mais ça n'a pas été le cas. En demandant qu'on reste calme, on a permis aux forces du pouvoir de neutraliser l'ensemble du dispositif d'action qu'il y avait en face. Donc voilà, c'était notre faute. Mais en même temps, il faut se poser la question. Étions-nous vraiment prêts? Oui. C'est toute la question qu'il fallait se poser. Et vous pensez quoi? Le peuple était prêt. Mais peut-être pas les dirigeants. Mais la nouvelle direction de la lutte pas prête. Pouvait être plus dommageable pour le peuple qui était prêt en termes de rendu post-élection. Et ça devait être très compliqué. Donc, je vous comprends. Simplement, oui, vous dites de rendu post-élection, c'est un peu savant. Alors vous voulez dire simplement que si l'opposition avait fini par gagner cette élection et que M. Biaïté avait quitté et tout dit, on aurait eu plus de difficultés à gérer ce pouvoir-là. C'est ce que vous voulez dire. Je ne lis pas dans la boule de cristal, certes. Mais je pense que moi, j'étais là parce que je crois en la révolution. Je suis un adepte de Che Guevara. Donc je crois et moi j'y suis entré parce que je croyais qu'on peut mener cette révolution. Et il y a des prérequis pour une révolution. C'est-à-dire que pour porter des idées révolutionnaires dans un peuple, il faut que, si on suppose l'organisation administrative comme celle du Cameroun, il faut qu'au moins au niveau des chefs de service, c'est-à-dire à partir du ministre, autres et toutes les structures, jusqu'aux chefs de service, on est des révolutionnaires. Ce sont des gens qui ont été formés et formatés pour porter la révolution. Mais dès l'instant où, même au niveau du leadership de la lutte, nous étions incapables d'avoir 2/5 des révolutionnaires dans le leadership opérationnel de la lutte, nous aurions des problèmes pour implémenter la révolution. Puisque la facilité avec laquelle les transfuges du système se retrouvaient dans le leadership de la lutte n'augurait pas un lendemain de changement qui soit à la hauteur des attentes des révolutionnaires que nous étions. Il y a donc cet échec de l'élection présidentielle de 92 qui vous est resté en travers de la gorge, comme vous dites. Ce n'est pas l'échec de l'élection, l'échec de la dynamique en 92. Parce que l'élection a été, la victoire était évidente, on avait gagné.
L'élection, c'est pas un débat aujourd'hui, moi je pense. Il faut être honnête pour le dire que nous avions gagné. Le rendu même de la Cour suprême, c'est-à-dire son arrêt, établissait de manière claire tout ce qu'il y avait eu comme fraude, sauf que légalement, il ne pouvait pas prononcer l'annulation des élections puisqu'il n'en avait pas été saisi pour. Mais l'élection, c'est les forts changements qu'il avait gagné. Ce n'est pas M. Biapol qui avait gagné en 92. Alors, voilà pour ce rappel historique qui permet de remettre en perspective un certain nombre de questions. Vous disiez regretter qu'on n'enseigne pas cela aux jeunes Camerounais. Peut-être il faut espérer que les enseignements d'histoire en viennent à parler dans nos écoles et dans nos universités de cette période des années 90 à 2000, à partir des années 90. Ce serait assez édifiant pour les jeunes Camerounais pour qu'ils comprennent un certain nombre de choses, Dr Ila Kamga. Non, c'est spécieux aussi de dire qu'il faut enseigner seulement cette période. Le régime néocolonial en place se caractérise par la désubstantialisation du contenu du savoir dispensé aux gens. C'est-à-dire on enlève toute la substance qui pourrait permettre à un individu de se faire une idée et donc de se construire en tant qu'homme qui se reconnaisse comme un Camerounais. Donc ce n'est pas seulement la période de 90 à... non, bien sûr. L'ensemble de l'histoire du Cameroun, surtout l'histoire révolutionnaire. Je suis né dans une famille de révolution. Mon père en a souffert, mon grand-père en a souffert. Donc, on doit enseigner tout ce qui s'est passé depuis 1945 jusqu'au maintenant au niveau de la révolution. Vous comprenez? Quand je m'en vais à Bafoussam pour déposer une gerbe de manière solennelle sur la tombe, ce qui tient lieu de tombe d'Ernest Ouandji, chaque 15 janvier que je fais, beaucoup d'autres camarades, même pas cette bande des jeunes, y compris même ceux qui sont encore aujourd'hui, apprenant à l'université, ne savent même pas qui était Ouandji, qu'est-ce qu'il a fait effectivement. Or, ça, on n'enseigne pas ça. Il faut dire aux Camerounais qui était Ouandji. Les gens qui arrivent à Bafoussam aujourd'hui voient un monument Wanko, on ne connaît pas que c'est un parlementaire qui à la limite est un révolutionnaire tout aussi. Et qu'il a été tué pour ses idées révolutionnaires parce qu'il s'opposait à un projet de loi que le colonisateur voulait mettre en place pour récupérer l'indépendance pour laquelle on se battait. Donc, c'est toute l'histoire là qu'il faut enseigner pour que les gens se fassent une idée. Aujourd'hui, les gens sont plus intéressés à autre chose qu'à la construction d'une véritable citoyenneté parce qu'ils n'ont pas de repères. C'est pour ça qu'il faut apprécier le travail des gens. Comme Essama qui se bat à Douala. Et cela vous amène aussi à réagir certainement sur la dernière actualité au sujet du monument de Oumniobé qui a fait quand même les vagues de ce côté. L'attitude de ces chefs Sawa. C'est une grosse hérésie. Cela montre encore jusqu'à quel niveau nous sommes encore sous l'emprise néocoloniale. Quand des dépositeurs de l'autorité traditionnelle, les dépositeurs de nos traditions, se retrouvent en train de jouer le jeu d'un pouvoir néocolonial de cette manière-là, et ça m'irrite à la limite. Ça m'irrite à la limite. Je suis né à Douala, je ne suis pas un Douala et Sawa, mais je m'attendais à avoir une posture plus républicaine de la part des dépositeurs de la tradition Sawa. Venir au type de motif que j'ai pu entendre, que j'ai pu écouter. Demander, se permettre d'abord de poser des actes qui sont pénalement repris. Au motif que c'est dans un autre quartier qu'on aurait pu mettre Oumniobé, c'est extrêmement réducteur et spécieux, inadmissible même en République. Ces gens n'ont pas eu le courage de se poser la question de savoir, ce monsieur qui, pour fuir Essama, se retrouve aujourd'hui être dans une cage à Bonanjo devant la poste, on appelle l'éclair, il me semble l'éclair. On ne m'a pas dit de quelle famille, de quel canton il est né pour que son monument soit toujours là. Parce qu'on a aujourd'hui encerclé dans une cage pour empêcher Essama d'y entrer. Donc l'éclair, il faut qu'on dise à Macron que l'éclair est dans une cage à Douala. Mais ces chefs Sawa auraient pu poser la question de savoir où se trouve exactement la famille de laquelle dérive M. Leclerc dans les différents cantons Sawa. Pour qu'aujourd'hui la problématique soit mise sur la table au moment où on parle de Oumniobé qui, toute sa bataille s'est faite dans la zone du littoral et surtout à Douala aussi. Alors, ces rappels historiques sont importants, comme vous l'avez relevé, et c'est d'ailleurs l'une des boussoles de votre candidature à l'élection présidentielle 2018, je le rappelais. Vous êtes donc l'un des derniers candidats, vous êtes déclaré récemment. Alors, qu'est-ce qui vous motive en 2018, Dr Ila Kamga? Qu'est-ce que vous pensez apporter cette candidature? Bon, d'abord, il faut dire que ce n'est pas une candidature de trop ou de plus. C'est une candidature normale, rationnelle, attendue. Vous êtes des bons journalistes pour savoir que depuis 2011, une bonne partie de l'opinion attendait effectivement cette candidature.
Et j'ai eu beaucoup de reproches, des milliers de Camerounais m'ont écrit, m'ont appelé, m'ont saisi pour me dire leur déception de jeunes Camerounais pour n'avoir pas vu ma candidature. Mais quand on a mis sur pied l'Oforange en 2009, nous avions un postulat de départ. Le leadership, je suis quand même le leader de la société civile camerounaise. Ce leadership n'a pas été contesté jusqu'à une certaine date, même quand le pouvoir fabrique d'autres leaders, la dimension naturelle de leader que je suis l'emportait. Et donc les gens attendaient cette candidature. Nous avons construit l'Oforange avec un postulat de départ. Il ne faudrait pas que mon leadership soit considéré comme un frein à la dynamique convergente que nous voulons construire. Parce que la base de l'Oforange, c'est que sans d'une dynamique convergente, on va toujours laisser la place à la dictature pour continuer à nous asservir. Donc, les dynamiques convergentes, les coalitions, l'union et tout ça fait partie du cœur de l'Oforange. Nous n'avons été créés que pour permettre cela. Parce que partant de la connaissance du seul moment où on a vaincu M. Biya et son régime, qui était de 92, il fallait bâtir quelque chose de similaire, mais sur des bases maintenant plus sécurisantes par rapport à l'insécurité que nous avions eu en 1900, l'insécurité révolutionnaire, oui, comme nous avons eu en 1992. Donc, quand j'annonce cette candidature, c'était attendu, tout le monde attendait cette candidature, la plupart des jeunes qui suivent la trajectoire attendaient. Et donc, la motivation, c'est de répondre effectivement à la demande pressante de ces milliers de Camerounais qui croient qu'il faut une candidature révolutionnaire. Il faut une candidature ancrée sur les véritables problèmes des Camerounais, qui sont, en premier, qui se résument en ceci: il faut faire renaître le véritable Cameroun. Il faut créer le véritable Cameroun de manière endogène. Parce que ce qu'on a aujourd'hui est un Cameroun qu'on a créé de manière exogène, que nous subissons. C'est en cela que nous parlons d'un Cameroun ancré encore sur le néocolonialisme. Et pour cela, il fallait une candidature qui incarne la rupture totale. Jusque maintenant, sur la table, ceux qui se sont prononcés, ils ont leurs idées très très belles. Je n'ai pas à juger les uns et les autres. Mais il n'y a aucune candidature qui traite de la rupture totale. Oui. Donc pour vous, Aker Emouna, probablement peut-être Paul Biya lui-même, et tous les autres candidats ne prônent aucune rupture avec ce qui se fait jusqu'ici. Je ne veux pas, je ne sais pas, vous êtes mieux placé pour avoir analysé même nous n'avons pas en tant que révolutionnaires la perception que des gens ont adoubé cette posture que les Camerounais attendent. On doit mettre un terme au régime, au type de système mis en place. Voilà, c'est ce que vous proposez. Voilà. Mettre un terme. Et on ne peut pas le faire dans la continuité. Nous postulons que toute personne qui, dans la situation actuelle du Cameroun, s'amène pour dire: j'ai un bon projet de société, votez-moi, je vais remplacer M. Biya et faire mieux. Il est en train, excusez-moi l'expression, de vouloir proposer une autre forme d'escroquerie. Qu'on lui donne un chèque en blanc. Oui. On lui donne tous les pouvoirs, il essaye de faire ce qu'il peut faire. Le Cameroun est comme ce supermarché en faillite. Lorsqu'un supermarché a des problèmes de gestion, est pratiquement en faillite, les administrateurs ne peuvent pas choisir, dire qui veut diriger ça pour nous redresser ça. Et les gens se mettent dehors, non, donné, moi je peux. C'est que chacun d'eux est un petit bandit. Pourquoi? Parce que pour faire même une proposition de redressement d'un supermarché en faillite, il faut avoir les données qui vous permettent de comprendre pourquoi le supermarché est en faillite. En fait, ce supermarché, c'est quoi? C'est quel est le compte client, c'est quoi? Compte fournisseur, c'est quoi? Il y a combien dans la caisse? On doit combien? Ainsi de suite, le personnel, sa situation sociale, ainsi de suite. Toutes ces données-là, il faut les disposer pour ensuite proposer votre stratégie pour pouvoir redresser sur 1, 2, 3 ans le supermarché. Et pour le faire dans ces conditions, il faut d'abord fermer les portes du supermarché à un moment donné, ou alors simplement décider que pendant les 3 mois qui suivent, pendant qu'on continue de vendre dans un petit coin, on va quand même fermer pour faire l'état des lieux et produire un document qui montre l'état des lieux du supermarché. Alors dans votre configuration, dans votre candidature,
ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Si vous êtes élu, pas que si vous êtes élu, ce que vous proposez, c'est quoi? C'est de faire quoi? Une transition? C'est de fermer, c'est de ne pas aller à étudier? C'est exactement de ça qu'il est question. Oui. C'est-à-dire que il faut d'abord une période de transition qui va être de 3 ans, comme nous l'avons proposé maintenant, c'est 4 ans, on l'a amélioré. C'est le mandat présidentiel, par exemple, aux États-Unis, c'est 4 ans, on peut faire. Donc 4 ans de transition, au cours de laquelle le pouvoir se gère collectivement, de manière bicéphale, entre un pouvoir, un Conseil national de transition, qui est de 21 membres, et un président de transition. C'est nous ce qu'on appelle la solution 22, pour gérer la transition. Ça, c'est le leadership, la transition. Parce que nous postulons que toute personne qui a tout le pouvoir là, ne peut pas conduire la transition. Il fera à sa manière, pas à la manière du peuple. Or, il faut donc un collectif pour que ce soit de manière collective qu'on gère cette transition. Et donc, le président de transition va gérer les affaires courantes, il va gérer la représentation, la diplomatie camerounaise et son gouvernement pour les affaires courantes. 15 membres du gouvernement pour la santé, l'éducation, tout ce qui est les affaires courantes. Gérer le pays. Hein? Maintenant, tout ce qui est lié à la reconstruction du Cameroun, à l'état des lieux, est géré par le Conseil national de transition, des 21 membres. Et il y a quoi donc à l'intérieur? Nous allons, dans cette période de transition, faire d'abord, mettre en place la commission vérité et réconciliation. En cela, je n'invente pas, j'ai eu le privilège de rencontrer Mandela à 2 reprises. Et la commission fera quoi? La commission va effectivement faire la vérité et la réconciliation. Parce que nous postulons que le niveau, le gap qu'il y a entre les opprimés, ceux qui subissent le régime néocolonial en place à Yaoundé, et les oppresseurs, le gap est tellement grand. La haine est tellement grande que si un temps soit peu, on ne crée pas un mécanisme de rencontre, à la réalité, l'après-Biya va être la guerre totale. Il faut donc créer cette mécanique de rencontre. Et c'est la commission vérité et réconciliation qui va le faire. Ça, c'est le pilier central, qui s'adosse sur quoi? Sur ce que nous appelons le contrat de tolérance. Ce contrat de tolérance, c'est comme une fiche d'impôt, de déclaration d'impôt. Tous ceux qui ont géré les affaires, qui ont touché à l'argent du Cameroun, que ce soit en tant que fonctionnaire, gestionnaire de crédit, bénéficiaire de marché public, ou tout autre intermédiaire de cette nature, aura 60 jours pour remplir et signer son contrat de tolérance. Ces formulaires vont être disponibles sur le net et dans tous les centres. Alors, vous partez donc du présupposé selon lequel tous ces gens sont coupables ou bien? Ce n'est pas le présupposé. Oui. Nous supposons qu'il y avait un contexte qui convertissait même le prêtre le plus honnête en un délinquant. Donc, on part du postulat qu'il y a une prédisposition de probité, mais qui a été galvaudée par un contexte de corruption, de prévarication, un contexte malsain. Vous ne croyez pas qu'on vous accuse de chasse aux sorcières? Non, pas du tout. C'est une mauvaise interprétation de ce que je viens de dire. Non, c'est pas moi qui interprète, mais je parle de mon postulat. Ah oui, d'accord. Le postulat, c'est que le système, le régime néocolonial d'Ahidjo Abiya a réussi quelque chose d'extraordinaire à créer des conditions qui transforment même un prêtre le plus honnête en délinquant économique. Est-ce que lui, transformé par la société, n'est pas peut-être la victime du système et non un véritable criminel? Alors, si on part du postulat que même ces prévaricateurs, pour certains, sont des victimes du système, alors il faut leur donner une chance. Avec cette fiche Et cette fiche permet de faire quoi? De dire que pendant 60 jours, les frontières sont fermées. Si vous n'avez pas déposé votre fiche, vous ne sortez pas du territoire national. Il faut décider. Sur la fiche, vous devez dire, j'ai été gestionnaire, j'ai touché 500 millions de l'État du Cameroun, ou j'ai laissé circuler dans mon environnement. Je sais que 150 millions environ ont disparu. Aujourd'hui, j'ai un immeuble de 50 millions à tel endroit. J'ai 10 millions dans les comptes, dans mes comptes personnels. Et donc, je déclare sur l'honneur que c'est vrai. Quand vous avez fini de dire ça, 50 millions plus 10 millions, ça ne fait pas les 150 millions que vous reconnaissez. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors à ce moment, tout ce que l'État vous demande, c'est de signer un ordre de virement de ce compte vers le compte de l'État. Mais l'immeuble, vous le gérez pendant la durée de la transition. La moitié de ce revenu de l'immeuble vers l'État, la moitié... Pourquoi on va vous laisser la moitié pendant les 4 ans? Simplement pour que, si vous avez envoyé un fils au Canada étudier ou en France, et qui chaque mois reçoit 1 million de francs parce que vous volez 2 millions, il faudrait qu'il prenne le temps de faire la plonge comme j'ai fait en France aussi, qu'il prenne le temps de comprendre que d'ici l'année prochaine, il va aussi faire la plonge pour vivre là-bas.
Sinon, ça ne va pas être grave. Parce que les effets collatéraux, les dégâts collatéraux ne doivent pas être ce que nous recherchons. Ce garçon n'a pas demandé à être au Canada. Il s'est retrouvé être votre enfant et vous l'avez mis dans ce contexte. Il faut lui donner l'occasion de redevenir un citoyen. Donc c'est ça le contrat de tolérance. Et ce contrat de tolérance permettra à tous les prévaricateurs de nous retourner l'argent. Ce qui leur reste de l'argent qui a été volé, pas ce qui a été volé, parce que nous ne sommes pas en train de faire un marché de dupes. Un gars qui vole dans un snark à 10 000 francs par jour dépense 7 000 francs tous les soirs. Parce qu'il sait que le lendemain, il va dépenser. Donc si un mois après, vous lui demandez de rembourser tout cela des prix, ça veut dire que vous voulez qu'il aille en prison. Donc pour vous, exit opération épervier. C'est bon pour la poubelle. Nous avons déjà suffisamment parlé d'opération épervier, qui ne sert à rien du tout. Sinon à régler les comptes politiques, c'est clair, c'est officiel. Nous étions tous ici à Yaoundé, lorsque vous vous souvenez encore, M. Marqual, Nit Marqual, a rappelé au président de la République du Cameroun, qui sont mes voisins, mes si riches voisins, vous le savez très bien, parce qu'il est incongru aujourd'hui d'arrêter quelques-uns et de les mettre en prison, et tous les autres sont dehors. Ça n'a pas de sens. Si dans un quartier, vous avez 70% de personnes qui ont des maisons de près de 200 millions de francs chacune, sont des fonctionnaires. Vous faites comment un fonctionnaire avec 300, 400 000 francs de salaire pour avoir une maison de 300 millions de francs? Vous faites comment? Ça veut dire que tout ce monde, il est connu que Koweït et un certain nombre de quartiers à Yaoundé, c'est construit avec l'argent, mon argent, votre argent, l'argent de contribuable camerounais. Donc s'il faut envoyer tout ce monde en prison, le matin, même le procureur qui est en train de signer qu'on envoie en prison, lui va être en prison. Même le commissaire qui va exécuter l'ordre va être en prison pour beaucoup. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de commissaire qui soit droit de l'hommiste et qui ne vole pas de l'argent. Il y en a plein que moi j'ai formé qui ne volent pas beaucoup. Alors, donc, il faut donner une possibilité de résoudre de manière holistique cette question de prévarication et de corruption. Et donc, le contrat de tolérance que nous suggérons nous rapportera, dans les 4 années, au moins 5 000 milliards de francs. 5 000 milliards. 5 000 milliards de francs. De l'argent volontaire qui sera donné par des Camerounais qui les disposent. Et dans les 5 000 milliards de francs, nous allons reverser 3 000 milliards pour le PRORECI, le programme de rectification citoyenne. En quoi est-ce qu'il consiste, ce programme? Le programme de rectification citoyenne consiste essentiellement à... C'est un des bras de la commission Vérité et Réconciliation. Parce que je n'ai pas précisé que la commission Vérité et Réconciliation veut dire que lorsque vous remboursez cet argent, ce qui vous reste, vous devez passer devant la commission, non? Oui, tout de même. Hein? Pour accepter quand même que vous avez créé un tort. Parce que comme Mandela le dit, les 3 étapes d'une commission sont indispensables. Il ne faut pas investir ces commissions. Il faut que le bourreau vienne d'abord reconnaître qu'il a commis un tort, et il le fait devant la victime. Ça, c'est la vérité. Et il tend la main pour demander pardon. Pour demander pardon. Et quand la victime a compris, il accepte la main, c'est la réconciliation. Chaque étape doit aller. Donc, maintenant, la rectification, ici, pour lequel on va mettre en place un programme, vise à indemniser tous ces gens qui ont subi le régime néocolonial et colonial, le colonial et néocolonial, jusqu'à nos jours. Les victimes de 2008, les victimes de 91, les victimes des années 70, c'est-à-dire des années 60 aussi. Toutes ces victimes vont être... Il y aura un processus d'indemnisation. Et ceux qui n'existent plus, on va trouver collectivement comment des stèles vont être érigées. Il y aura un mécanisme, il y aura un fonds spécial pour cela, pour que notre mémoire, pour faire revivre notre mémoire. Donc, le reste d'argent va être réinvesti dans nos différents programmes de développement que nous allons. Et pour donner les programmes tests, nous avons par exemple notre programme qu'on a initié, qui est par exemple celui de la zone franche industrielle, dans la zone de Bakassi. Ça, c'est au plan économique déjà. Au plan économique. Absolument. Oui, nous avons... La zone franche industrielle de Bakassi. Vous entendez en faire une zone... Tout à fait. On crée une grosse zone franche industrielle là-bas qui permet d'être le moteur de développement de l'ensemble de l'Afrique, centrale d'une part, et centrale et ouest ensuite. Parce que toutes les potentialités sont réunies dans cette zone-là. On peut donc, d'abord en visant le marché ouest africain, à permettre aux multinationales et toutes les entreprises, même des multinationales africaines, de s'installer hors taxe, et puis de produire. Ça nous résout le problème de main-d'œuvre parce qu'en 4 ans, on va montrer que nous pouvons, en 4 ans, mettre 2 millions d'emplois en place pour montrer qu'on peut le faire de manière endogène. On n'aura pas besoin de demander. Et c'est dans cette période aussi, il faut le rappeler. Donc après avoir rectifié, il faut aussi rappeler que dans la période de transition, il y aura une commission nationale d'audit qui va être mise en place, avec 6 comités d'audit à l'intérieur.
Le premier audit, c'est l'audit des contrats et des engagements internationaux. Un comité va être mis en place pour auditer l'ensemble des engagements que le Cameroun a avec les États de manière bilatérale et des organisations internationales de manière multilatérale. Et maintenant, il y a aussi avec des multinationales. Parce qu'aujourd'hui, personne n'a une idée réelle de la dette, puisque tout ça est géré de manière opaque. Personne n'a une idée de ce que nous encaissons comme argent tous les jours. Que ce soit sur le pétrole et autres, bon, on va dire qu'il y a l'initiative, mais même cette initiative ITIE ne peut pas nous renseigner de manière suffisante. Le Camerounais, lambda. Docteur Kamga, le projet de loi rectificatif du budget 2018 a été déposé à l'Assemblée nationale. Il a bien fait mention des montants reçus par le Cameroun, des recettes pétrolières. Moi, je ne crois pas à tout ça. Parce qu'il n'y a pas un mécanisme transparent, indépendant, hors du contrôle du régime néocolonial, qui soit là à la pompe pour savoir combien de barils on est en train de pomper par jour. Hein? On nous donne les chiffres, on analyse, même l'ITI travaille sur les chiffres. Donc il n'y a pas d'émission indépendante qui, le peuple de manière endogène, n'est pas là-bas au robinet pour savoir combien on a puisé et combien on a vendu. On lui dit ce qu'on a à dire, donc on fait des chiffres au niveau de l'ITIE, mais nous avons besoin de savoir. Et donc les commissions nationales d'audit vont auditer ces contrats, nos engagements avec même les pays. Parce qu'il y a certains pays ici qui nous calculent des dettes. Mais apparemment, si on audite bien, il se pourrait que les créanciers deviennent des débiteurs et que nous négocions avec eux les modalités qui nous remboursent notre argent. Donc il y a toutes ces possibilités. Plein de multinationales sont ici au Cameroun, se donnent des libertés sur notre argent et sur nos impôts n'importe comment. On va auditer tous les contrats qui nous lient à ces entreprises multinationales mafieuses comme Bolloré et consorts et tout ça va être audité. Au nom de quoi, par exemple, c'est un exemple que je prends, au nom de quoi un individu avec sa mafia va venir contre notre chemin de fer jusqu'aujourd'hui. Il s'agit simplement, c'est notre chemin de fer. C'est-à-dire que le terrain nous appartient. Les rails, c'est nous qui avons mis en place. Les gares, c'est nous qui avions construit. Tout, c'est nous. Et même pour la maintenance, c'est des entreprises camerounaises qui se traitent pour la maintenance. Au nom de quoi la vente des tickets est confiée à une multinationale? Au nom de quoi? Jusqu'à ce qu'on lui donne l'aval de l'État pour aller lever des fonds internationaux que nous allons rembourser par la suite. Donc tout ça va être audité. L'audit du personnel de l'État, l'audit du patrimoine administratif de l'État. Qu'est-ce qu'on a? L'audit foncier. L'État a quoi comme patrimoine foncier? Tout ça va être audité. Il y a des gens ici qui, par leur position de pouvoir, se sont permis comme ça de s'accaparer des milliers d'hectares de terrain parce qu'ils étaient ministres, directeurs de ceci ou cela. Tout ça va être audité. Vous remettez ça en cause? Mais bien entendu. Vous allez à l'Est, dans la région de l'Est, aujourd'hui, vous avez des contrats de 99 ans renouvelables qui ont été donnés à des entreprises multinationales bidons qui viennent, je ne sais pas où, qui ont creusé toutes les terres, chassé des villageois sur leurs terres au motif qu'ils vont faire des exploitations, je ne sais pas quoi encore, d'or, je ne sais pas. Tout ça, il faut auditer. Tout ce qui n'est pas dans l'intérêt du peuple va être remis en question, monsieur. Parce qu'un État, pour redémarrer, va être un État nouveau. C'est ce nouveau Cameroun que nous voulons. Ce n'est pas la continuité. Donc, les audits vont se faire, y compris l'audit sécuritaire. On doit pouvoir savoir, parce que des gens, même par les vieux sociétés Galida, se sont donné des milices qui sont créées, et ainsi de suite. Tout ça, on doit savoir de quoi... Par le biais des sociétés de Galida. Voilà. Donc, on doit savoir de quoi il est question. Oui. Donc, il faut faire un audit général et sortir un tableau de l'État du Cameroun, mettre là. Et puis maintenant, la dernière commission, c'est la commission nationale des lois de la Nouvelle République, de la Troisième République, qui va être en deux comités, un comité pour la Constitution et un comité pour le Code électoral, parce qu'il faut la dévolution de pouvoir à ce niveau. Et donc, au niveau de cette commission pour la loi de la Constitution de la Nouvelle République, c'est une constituante à la limite qu'on met en place, monsieur. C'est une nouvelle constituante. On doit penser de manière endogène le Cameroun, y compris même le nom. Comme le nom. Vous n'excluez pas l'hypothèse de changement de nom? Moi, personnellement. Oui, vous avez un nom? Le Cameroun n'est pas moi. Vous avez un nom? Mais je n'ai pas de nom. Mais je pense que les Camerounais, leur histoire... D'abord, ceux qui vivent aujourd'hui, vous avez des aînés comme... Donc vous dites... et autres. Au nom de quoi, par exemple, je m'identifie aux crevettes? Oui. Vous croyez que ça fait partie du moi culturel camerounais, de manière à ce que ce soit l'élément d'identification du Cameroun? Des crevettes, les Riodos, Cameroun, machin et consorts. Il y a des historiens dans ce pays, des anthropologues qui peuvent nous pourvoir en éléments symboliques qui nous permettent d'avoir un nom qui soit véritablement, authentiquement camerounais. Donc même au nom, on va changer. La capitale, on est obligé de repenser la capitale du Cameroun. On ne peut pas continuer à casser les gens tous les jours au motif qu'on veut embellir quelque chose qui n'est plus embellissable. À la limite, pour devenir, on ne peut pas devenir... Il faut déplacer la capitale. On n'est pas... Le Cameroun est comme un manteau d'arlequin. Hein? Vous ne pouvez pas... Le manteau d'arlequin est défini par ne plus être
appréciable. Oui. Donc nous pensons dans l'Off-Orange que la capitale sera dans le BAM, où on n'aura pas trop de gens à casser, le paysage s'offre à une capitale normale, moderne et ainsi de suite. On va faire la nouvelle capitale parce qu'on aura l'argent pour le faire. Et cet argent ne sera pas l'objet des crédits ou des dettes, ce sera l'argent produit de manière endogène. Et les types de partenariats qu'on va faire avec l'extérieur permettent que les gens viennent faire leur business dans les nouvelles infrastructures sans que ce soit contre le peuple. La dernière question, la dernière chose que vous devez savoir, c'est que tout ceci peut paraître comme un rêve. Un rêve, oui. Utopique à la limite. Mais il n'est pas utopique à la limite. Il suffit que les Camerounais comprennent la révolution et s'engagent pour la révolution. Qu'on comprenne qu'une seule personne ne va pas gérer la transition, parce qu'il ne peut pas, une seule personne ne peut pas faire tout ce que je suis en train de dire. Oui, Il faut, parce que nous avons prévu que le président de transition va gérer tout ce que nous venons de citer, mais la gestion des forces de sécurité va être co-gérée par le président de transition et le 21 membres du Conseil national de transition. Pourquoi? Parce que c'est avec l'armée qu'on bloque les processus de transition. Un gars qui vient de s'installer pour 3 ans ou 4 ans, parce que le peuple a décidé, peut se servir de l'armée et dire, bon, il n'a pas fini ce qu'il avait à faire, qu'on lui donne encore 2 ans ou 3 ans, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais tant qu'il n'a pas l'armée entre les mains, il ne peut pas s'essayer. Et c'est pour ça que ce soit les mutations dans les forces de sécurité et de défense, que ce soit les évolutions d'un grade et autres, la formation, tous les actes sont co-signés par les deux. Pour que les 21 donnent leur accord pour toute mutation au niveau des forces de sécurité et de défense. Voilà le modèle. Et maintenant, la dernière chose, c'est comment on produit les 1 et le 21. Oui. C'est la clé. Et c'est ça qui fait la différence entre la révolution orange et tout ce qui est offert sur la table. Parce que nous pensions au départ que le 1 doit être produit par les primaires citoyennes. Voyez-vous, c'est nous qui avions théorisé les primaires citoyennes. Et depuis 2009, on a théorisé, c'est un modèle totalement théorisé. Bon, certains qui n'avaient pas une bonne compréhension de ce modèle, peut-être l'ont utilisé et l'ont galvaudé certains. J'ai dit certains. Donc primaires citoyennes. Les primaires citoyennes, on l'a conceptualisé. Et malheureusement, le modèle était initialement fondé sur les primaires citoyennes, qui voudraient que, sur la base d'un code électoral des primaires qu'on aura pris, sur lequel l'ensemble des acteurs se seraient accordés, pour les votes virtuels et physiques dans les 10 régions, et en diaspora pour les votes virtuels, qu'on puisse produire le 1. Celui qui arrive en tête, c'est le candidat du changement. Les 4 qui arrivent en deuxième, troisième, quatrième, cinquième position sont automatiquement reversés dans les 21. Donc c'est un jeu de qui perd gagne, qui permettait que la dynamique de coalition se mette sans que personne ne perde quelque chose. Et donc, le 1 va, en étant le 1, il doit savoir qu'il ne peut pas être candidat aux élections post-transition. Mais chacun des 21 peut être candidat. Donc voilà ce que chacun perd et voilà ce que chacun gagne. Et donc de ce point de vue, on a la possibilité avec ce modèle de structurer une dynamique de coalition susceptible de balayer le régime néocolonial qui est en place. Et donc vous avez bon espoir que les Camerounais puissent comprendre cela aujourd'hui? Les Camerounais comprennent très bien. Mais mon seul problème va être rester sur le leadership. Vous savez, la vacuité, le fait que la scène ait été abandonnée à un moment donné, a permis l'émergence d'un certain nombre de leaders. Pour certains sérieux, pour d'autres pas du tout. Et comme le peuple avait besoin de s'accrocher quelque part, il s'est en est accroché. Chacun a tenu souvent le discours que le peuple voulait entendre et a recruté. Ça, c'est... Bon, maintenant, c'est une bonne chose d'en avoir plusieurs. Parce qu'il faut noter aussi que l'Off-Orange est fondé sur la valorisation de l'ambition. D'ailleurs, le titre de l'ouvrage, c'est « L'Off-Orange pour l'alternance, pour le pouvoir, notre légitime ambition. La nouvelle génération s'engage. » Parce que nous pensons que l'ambition est légitime. Nous amenons les jeunes, tout le monde, à être ambitieux. Donc nous ne pouvons pas être en même temps dans la posture de la valorisation de l'ambition et dans la posture de la relativisation de l'ambition. Et donc, que les gens soient ambitieux, mais qu'ils soient attachés à ce que le peuple veut. La fonction présidentielle ne doit pas être quelque chose pour laquelle on s'amuse. Et je ne serais pas content, et tous les Camerounais, en même temps que moi, de savoir que les gens vont être contents à un moment donné d'être le premier parmi les échoués, que d'être le deuxième ou le troisième parmi les vainqueurs. Nous croyons en ceci qu'il est important de mettre le peuple au cœur de la bataille. C'est la fonction orange. Alors, donc cela voudrait dire que
quand je vous entends parler, vous parlez des autres candidats à cette élection présidentielle. Vous avez rencontré Maurice Kamto. Est-ce que vous lui vendez l'offre orange aussi? Akere Mouna, Bernard Djonga et d'autres encore. Est-ce que vous leur avez vendu déjà l'offre orange? Et comment est-ce qu'ils reçoivent votre concept? Bon, je vais d'abord dire que l'offre orange, au-delà de le vendre, je ne pense pas qu'il y ait un leader sérieux Actuellement. qui n'ait pas encore lu l'offre orange. Si un ouvrage est sorti il y a pratiquement 8 ans, 8 ans, oui, et qui est signé pour la société civile et préfacé par le cardinal Toumi et qui parle du changement, toute personne qui s'intéresse à la scène politique devrait pouvoir peut-être lire, peut-être pour désapprécier ou pour apprécier. Donc pour dire que toutes ces personnes ont reçu l'offre orange. D'ailleurs, le premier que vous avez cité a reçu l'offre orange quand il était encore ministre. Maurice Kamto. Oui, puisque j'en ai donné à la plupart des amis que j'avais même dans le gouvernement, dans les forces de sécurité. Nous avons fait une tournée pour rencontrer la hiérarchie de l'armée, les responsables dans la hiérarchie de l'armée, dans le gouvernement, les chefs traditionnels des différentes régions de Cameroun, avant d'aller à l'international, vendre le projet au niveau de ceux qui croyaient au changement. Donc, la plupart des leaders ont lu l'offre orange. Maintenant, l'actualisation de la pensée de la révolutionnaire orangiste a été mise à disposition de la plupart des leaders tout aussi. Nous avons, et ça il faut lui en féliciter, à sa demande, nous avons eu des discussions très très positives avec le professeur Maurice Kamto sur la question de la coalition des forces. J'ai eu des discussions similaires avec Maître Akere Mouna sur la dynamique des coalitions, avec Serge Espoir Matonga, ainsi de suite. Nous en avons parlé. Et voyez-vous, j'ai continué à vendre le modèle. Parce que ce n'est qu'en ça que je crois. Et toute personne qui parle pour les Camerounais devait croire en cela. J'ai vu une prédisposition, mais assortie de contraintes, telles que ça m'a été exposé. Lesquelles? Des prédispositions, laquelle? Contraintes, lesquelles? Ah bon, peut-être qu'il faut, ici, pour s'en citer les uns et les autres, nous sommes encore en discussion, donc je n'ai pas à citer des gens. Mais il faut noter que certains sont victimes des appareils qu'ils ont mis en place, où ces appareils peuvent être influencés par la meute interne. La meute interne qui n'est pas toujours intelligente, entre guillemets, qui peut ne pas avoir le recul nécessaire pour analyser les différentes perceptions ou les faits sociaux. Les gens peuvent aller à quelque part faire un meeting, il y a 2000 personnes, et du coup, la meute interne se dit, ok, ils ont gagné l'élection. Et du coup, le leader peut être prisonnier de cette posture qui ne le prédispose plus à être deuxième ou troisième parmi les vainqueurs, mais qui l'impose dans une logique de rechercher à être premier parmi les échelons. C'est de ça qu'il est la question. Et je me bats avec un certain nombre d'autres acteurs pour arriver à convaincre les uns et les autres qu'ils doivent accepter cette possibilité de pouvoir être deuxième ou troisième parmi les vainqueurs et non se cramponner sur une posture humiliable de premier parmi les échelons. Donc j'ai vu dans ces leaders que vous avez cités une prédisposition assortie des contraintes. Nous travaillons aujourd'hui pour éloigner ces contraintes. Mais j'ai aussi compris que beaucoup de leaders, peut-être parce qu'on ne partage pas la même idéologie révolutionnaire, ne croyaient pas beaucoup à la transition. La plupart ont pensé que ce qui peut être fait en 4 ans peut être fait en un mandat présidentiel. D'abord, comment admettre même qu'on passe d'un mandat présidentiel 7 ans? C'est-à-dire que c'est même inimaginable lorsqu'on est un démocrate. 7 ans, vous pouvez prendre la souveraineté des gens pendant 7 ans. Pas parce que M. Biya et ses hommes ont mis ça dans la constitution que ça devient quelque chose de normal. Ils ont mis pour leurs intérêts personnels, même si notre constitution, on est obligé de respecter aujourd'hui. La première chose, c'est qu'on va la changer. Mais on ne peut pas être penser pour le peuple et se dire qu'on va prendre un mandat de 7 ans et faire ce qu'on a fait pendant. Non, non, on doit prendre le mandat du peuple maximum 5 ans. Et au bout de 5 ans, revenir lui demander s'il est toujours d'accord si l'usage que vous en avez fait de ce mandat est un usage positif. Donc, j'ai senti une prédisposition, mais des contraintes, et surtout aussi ces réserves par rapport, d'une part, à la période de transition, et d'autre part, aux primaires citoyennes. Où la thèse qui a été mise sur la table a été ces primaires peuvent être influencées par les forces d'en face, qui peuvent mettre des gens qui viendront voter. Non, c'est assez léger comme argument. Parce que si on nous avait écouté peut-être
on devait comprendre que ce n'était pas un slogan, les primaires citoyennes, c'est tout un modèle. Pour construire le modèle du changement, basé sur les primaires citoyennes autres que nous avons menées, nous avons réuni une équipe d'experts, parmi lesquels des agrégés, des experts de terrain, des agrégés de mathématiques, de statistiques, et des différentes disciplines pour produire un modèle. Ce n'est pas ma discipline. Ah ouais. Mais vous allez voir dans l'eau fourrage que c'est tout un modèle. C'est-à-dire plusieurs fonctions dans un modèle, avec des équations, telles qu'on prouve qu'on met toutes les données, ça vous produit le résultat. Donc c'est modélisé. Ah ouais. Alors, cette modélisation ne doit pas être prise à la légère, c'est donc pas un slogan. La question n'était pas de savoir, non, on ne veut pas parce que le pouvoir d'en face peut influencer. Ah ouais. C'est dans quelles conditions est-ce que ça peut se réaliser et être possible. On devait donc plutôt avoir une réserve sur l'inopérationnalisation des conditions présentées et non sur le concept lui-même, puisque le concept est pensé, ce n'est pas un slogan. Oui. Bon, ok, on peut nous retorquer aujourd'hui que le temps est court pour expérimenter les primaires citoyennes dans le processus de choix du 1. 1 dans le cas de la solution 22, 1 plus 21 que nous mettons sur la table. Et c'est pour ça que nous avons encore pensé des primaires, un modèle primaire simplifié. Qui consiste en quoi? Qui va consister, pas à convoquer l'ensemble du peuple, mais à amener l'ensemble des acteurs à s'accorder sur un code électoral, un code de sélection qui est proposé. Ils vont s'accorder là-dessus, discuter, leurs experts vont se mettre ensemble. Ça peut se faire en une journée. En une journée, ils peuvent travailler sur le draft que nous avons déjà. Et sur cette base, on a des critères, des éléments qui permettent de dire, ok, entre leaders, voilà comment on peut choisir. Et l'apport du peuple lui-même va peser peut-être de 30%. Et ce peuple-là, son apport va être matérialisé de telle manière. Nous ne pouvons pas avoir l'ambition d'aller gouverner si on est incapable d'avoir des échantillonnages. Ça veut dire que nous devons avoir l'expertise suffisante pour challenger ce qu'on nous produit en face. Même à l'INS aujourd'hui, on a des très meilleurs statisticiens qui sont tellement mal utilisés. Nos gars, quand ils vont à la Banque mondiale, ils sont les meilleurs. Donc on peut avoir une équipe sérieuse, et nous sommes prêts à l'eau fourrage à faire des propositions pour nous faire des échantillonnages dans chacune des 10 régions qui permettent d'avoir des données claires, des gens qu'on peut interroger, et ça nous donne un résultat crédible. Ça, c'est bien. Nous sommes capables aujourd'hui, on a des meilleurs ingénieurs informaticiens qui existent au Cameroun. Nos experts font la pluie le beau temps à la NASA, à Microsoft et autres. Donc on peut en trouver capable de nous faire une plateforme qui permettrait à des Camerounais de s'exprimer sans duplicité et autres. Maintenant, donc même en moins d'une semaine, on est capable de faire une primaire simplifiée. Ou alors un choix simplifié. Appelons ça comme ça pour éviter d'heurter certaines personnes. Et donc, il faut qu'on arrive à choisir le 1. Et moi, je vais vous dire, Guy Zogo, je n'irai pas à une élection pour valider le hold-up électoral. Voilà. Vous battrez après pour sécuriser vos votes, ce qui est sûr alors? Non, vous êtes déjà à l'autre niveau. Oui. Donc si vous allez à l'élection, c'est d'abord que vous allez, vous n'allez pas en victime résignée. Je vais à l'élection sous une condition. Oui. Que nous ayons réalisé ce qu'on appelle la masse critique électorale. Dans l'opposition? Oui, bien entendu. Il faut être capable de réaliser la MCEN, masse critique électorale nationale. Si on n'est pas capable, ça ne vaut pas la peine d'y aller. Parce que, voyez-vous, je suis auteur de plusieurs ouvrages sur les élections. Il y en a un qui s'appelle les techniques de fraude électorale, dont je suis à la 4e édition. Et dans cette édition, nous avons 42 types de fraude, 43 même d'ailleurs. Et la 33e technique de fraude est la plus répandue. Non, même pas la plus utilisée. C'est comme le joker. C'est comme le joker. Vous savez, pour ceux qui font les cartes, quand on me sort le joker, c'est pour bloquer l'ensemble. C'est pour bloquer tout le monde. Alors, le joker, je ne veux pas m'immiscer dans les relations entre le Cameroun et le Gabon. Mais si vous prenez le cas du Gabon, je ne sais pas qui avait gagné. Ça ne m'intéresse pas. Mais on peut noter quand même que si, par hypothèse de travail, c'est M. Ping qui avait gagné, alors M. Bongo a utilisé la 33e technique. Celle-là qui consiste à se servir de l'organe de proclamation des résultats des élections pour proclamer vainqueur celui qui n'a pas eu l'assentiment du peuple. Pour bloquer cette technique de fraude, il faut avoir la masse critique électorale qui permet effectivement à l'orangisme de s'exprimer dans sa dernière dimension. C'est-à-dire que le peuple populaire se lève et réclame les résultats. Exige les résultats.
pacifiquement, mais dans une dynamique vraiment populaire. Le pouvoir dictatorial va reculer, forcément. Puisque dans l'armée, dans les forces qu'il va chercher à utiliser, en dehors des forces spéciales, je connais mes hommes dans l'armée, je connais les citoyens qui sont les hommes, que ce soit la hiérarchie de l'armée ou au niveau des hommes de troupes, c'est des citoyens pour la plupart. Ils ne seront pas prêts à aller tirer sur leur peuple. Et les forces spéciales qui ont été formées pour tirer sur le peuple verront en face une armée camerounaise, véritablement républicaine, qui dit, si c'est ça le résultat, alors nous sommes du côté de ce résultat, pas du côté d'un clan. Donc de ce point de vue, tant que vous n'avez pas la masse critique électorale, vous ne pouvez pas combattre la dernière technique de fraude électorale. Et le régime de Biya, qui est connu pour sa capacité à frauder, puisque c'est un régime de fraude permanent, va forcément utiliser toutes les techniques de fraude, y compris celle-là va être envisagée. Et vous ne pouvez donc pas aller avec vos micro-masses critiques électorales locales, qui sont réelles pour les uns et les autres. Que ce soit M. Kamto, M. aussi Akere, je sais pas, Matomba, même Cabral, n'importe qui, Kamga, n'importe qui a ses petites localités, zones où il peut avoir une masse critique locale. J'appelle masse critique électorale locale le minimum de citoyens capables de se muer en électeurs en remplissant les conditions, de voter et de se mettre dans une dynamique globale de défense du vote au niveau local. Okay. Vous pouvez l'avoir au niveau local, mais pour que ça fonctionne, au niveau national, pour que ça fonctionne, il faut une agrégation des masses critiques électorales locales pour qu'au niveau national, nous ayons une masse critique électorale. Et il ne peut pas y avoir si les forces de changement sont dispersées. Parce que chacun aura ses micro-masses critiques électorales de son côté. Mais il y aura impossibilité de les permettre de se muer en masse critique électorale nationale. Alors, justement, mais vous dites, quand vous dites que vous n'y allez pas, alors cette masse critique électorale, vous espérez la voir quand? Est-ce qu'à l'heure qu'il est? Comment la situe-t-on? J'ai lancé un appel, parce que nous postulons que d'aucuns diraient que pourquoi Kamga, c'est lui qui pense qu'il va inviter l'opposition, encore que m'étant consacré qu'à cela pendant 20 ans, j'ai une certaine légitimité pour dire je peux appeler les uns et les autres. Mais je me suis mis à l'écart. Et j'ai suggéré à 2 aînés, Maître Akere Mouna, qui est candidat, et professeur Maurice Kamto, qui est candidat, de prendre l'initiative de se concerter à 2 pour convoquer les assises qui vont permettre la création de cette coalition qui va faire émerger le 1 et éventuellement la structure des 21. Et cet engagement pris le 13 juin dernier a été immédiatement suivi par une matérialisation. J'ai adressé des correspondances aux 2 leaders des délégations de l'OFORAN. Les délégations sont allées rencontrer le professeur Kamto et Maître Akere Mouna pour leur remettre des courriers officiels. Et quel en est le retour à l'heure qu'il est? Voyez-vous, nous avons remis des courriers officiels. Oui. Et je crois, je suis convaincu de l'intelligence et de la prédisposition positive des uns des 2 que j'ai eu à rencontrer avant. Mais entre-temps, il semble que M. Akere Mouna a lancé une initiative sur la candidature unique, sur la coalition d'opposition. Ce n'est pas votre programme à vous dont vous parlez. Je vais répondre de ce que je maîtrise. Et ce que je maîtrise, c'est ce que j'ai initié, ou non ce dont j'ai une bonne connaissance. Ce à quoi vous faites allusion, j'en ai pas une bonne connaissance. Et il me semble que j'aurais dû être informé si... bon, mais ce n'est pas le débat. Le débat, c'est que j'ai envoyé à ces 2 personnes pour dire tout ce qui concerne le peuple ne peut pas se faire sous la table. Ça doit être public, officiel. Les gens ne doivent pas dire qu'on est en train de se concerter. Non, quand en 92 on gagnait, les concertations étaient publiques, on connaissait. L'Union pour changer se réunit tel jour, on se réunit tel jour, on sort les résolutions, le peuple est au courant. Donc tout ce qui se fait dans l'opacité n'est pas dans l'intérêt du peuple. C'est pour ça que notre démarche est publique. Nous avons saisi le professeur Kamto et Maître Akere par écrit, officiellement. Et au jour où je vous en nous parler, nous avons quand même le plaisir d'annoncer, même si c'est sous embargo encore, que le professeur Maurice Kamto a déjà répondu, par écrit. Nous allons communiquer de manière publique, dès la semaine prochaine, sur le retour de cette opération. Parce que le peuple attend. Il ne s'agit plus de dire seulement au peuple que non, on est en train de... On ne peut pas être en train de... dans la cachette, alors que le peuple attend des choses bien précises. Donc tout ce qui va se combiner dans la cachette, c'est sur le dos du peuple. Et donc il faut que ce soit public. Nous allons donner une opportunité que les 2 se concertent, pour pouvoir convoquer tout le monde. Enfin, quand je dis tout le monde, les véritables forces du changement. Pour que, ensemble, on choisisse le 1, et ensuite, éventuellement, on débat sur les 21, ou les 31, ou les 41. Nous n'avons pas la science infuse pour dire c'est absolument 21. Pour l'instant, nous proposons la solution 22. Donc, de ce point de vue, la coalition doit se faire ou ne se fera pas. Ce n'est pas une affaire de petits copains. Merci pour toutes ces précisions, Dr Hilaire Kamga. Je rappelle que vous revenez aussi de la zone anglophone. C'est l'une de vos grandes préoccupations.
Quelle est la situation concrète sur le terrain là-bas? D'abord, je transmets un bon salut à tous mes frères qui se battent dans ces régions-là, qui résistent aux forces plurielles qui les soumettent. Hein. Et j'adresse aussi toute ma sympathie à ces forces de sécurité qui subissent au quotidien. Mais cette sympathie n'est pas attribuée à tous ceux qui, portant la tenue de l'armée ou des forces de sécurité du Cameroun, se laissent aller aux violations des droits de l'homme. Donc ceux-là n'ont pas ma compassion. Il y a des violations des droits de l'homme. Voilà, donc... mais il y a des soldats qui sont aussi tués. Mais si vous avez bien compris que j'ai d'abord parlé des soldats. Tout à fait. Pour avoir formé beaucoup en droits de l'homme, je ne peux pas ne pas avoir beaucoup d'égards pour les soldats, pour les hommes en tenue. Mais ceux qui cessent d'être soldats et deviennent des criminels n'ont pas droit à ma compassion, à ma sympathie. Donc je suis mieux placé pour parler des gens, des soldats qui ont eu des problèmes. J'ai un de mes propres poulains qui a perdu son œil, il était commandant de brigade, il était l'un des responsables dans la région de combat. Il a perdu son œil, il est ici actuellement à Yaoundé. Donc je ne peux pas tolérer qu'on se donne des libertés sur nos forces de sécurité. Donc ceux qui les ont agressés ne méritent pas d'être appelés des séparatistes, ou des, je sais pas quoi encore, ou des combattants de la résistance là-bas. Maintenant, ceux qui portent la tenue et touchent, et que je paye avec mon argent, parce que vous qui les payez, il faut le noter, et se laissent aller dans les violations graves des droits de l'homme, n'ont pas besoin d'avoir ma compassion. Ça, il faut le dire. Et donc, je reviens de ces régions-là. J'étais dans le nord-ouest, dans le sud-ouest. C'est la 4e fois que j'y vais, parce que ça me préoccupe, cette... Et je reviens, j'ai comme l'impression qu'on a un pays qui n'est pas loin de la situation dans la bande de Gaza. C'est le sentiment que les gens ils ont. C'est-à-dire ils sont en zone occupée. Ils ne sont plus libres d'eux-mêmes. Et il faut noter aussi la solidarité que les gens ont là-bas. Lorsqu'on vous parle de Goldstone, ville morte. Je suis arrivé lundi à Boya. Même pour... J'avais quelques migraines. J'ai envoyé mon chauffeur pour essayer de trouver une pharmacie. On n'a pas pu trouver une pharmacie ouverte. Jusqu'aux pharmacies, tout est fermé. Ça veut dire qu'il y a un niveau de solidarité extraordinaire. Les banques, tout est fermé. Il n'y a rien. C'était le lundi. Le lendemain, toute la ville a repris. Mais repris. Et quand vous interrogez les gens, vous sentez... Et on a réussi aujourd'hui ce que peut dire le leadership francophone, je préfère appeler ça comme ça, a réussi à faire que les séparatistes deviennent minoritaires dans l'opinion. Majoritaire. Excusez-moi, majoritaire dans l'opinion. Merci de me le rappeler. Et cette majorité n'est pas une majorité simplement absolue, 50% plus 1, c'est une majorité écrasante. Vous allez dans des restaurants interroger les gens, ils disent vraiment, il y a no longer plus pauvre, l'argent plus du Cameroun. C'est des histoires comme ça. On a réussi à leur mettre dans la tête que le francophone c'est un problème. Et ça, c'est M. Biapol et ses hommes qui sont responsables de cela. Et je le dis de manière officielle parce que j'aspire au fauteuil qu'il occupe aujourd'hui. C'est lui le responsable premier. Parce qu'il aurait fallu, il y a un an, qu'il accepta le dialogue qu'on avait suggéré. Il suffisait de dialoguer. Et la thèse, j'ai rencontré la plupart des ambassadeurs au Cameroun, des pays qui comptent au Cameroun. Et on avait réussi, le leadership gouvernemental de Yaoundé avait réussi à faire croire aux diplomates que le dialogue n'est pas possible parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur en face. Et moi, j'ai rappelé à ces diplomates, pour la plupart qui m'ont tenu ce discours, que c'est faux de le dire. Il ne faut pas infantiliser le peuple anglophone. Parce que ce peuple a montré, même dans les moments les plus difficiles, qu'il était capable de produire un leadership. J'en veux pour preuve le All Anglophone Conference. Il y en a eu 1 et 2. Ces gens sont retrouvés avec ceux du pouvoir, de l'opposition, la société civile et autres pour discuter de ce qu'ils appelaient les problèmes anglophones. Et ont sorti des résolutions. Donc même si on leur demandait aujourd'hui de convoquer un autre All Anglophone Conference, ils peuvent convoquer et trouver un leadership capable de s'asseoir face au leadership de Yaoundé. Donc on nous éloigne de cela. Bon, si on dit que c'est très compliqué, j'ai suggéré aux 7 diplomates, allez dire à M. Biya et ses hommes de convoquer M. Toumi, qui est supposé être un peu trop de l'opposition, entre guillemets, pour le pouvoir, mais qui est très crédible au Cameroun, et qui est ressortissant du Nord-Ouest. Il a près de 100 ans aussi, il tend vers la centaine aussi. Convoquer M. Tchiboukété, qui a déjà ses 100 ans, qui est du RDPC officiel, et qui est quand même un sage très accepté dans les régions du Sud-Ouest. Ces deux, demandez-leur de vous produire 30 personnes, 15 de chaque côté. Vous aurez sur la table des gens capables de discuter avec Yaoundé. Donc, il y a des schémas possibles qui permettent d'avoir des interlocuteurs en face. Donc on nous laisse le discours qu'il n'y a personne en face. Encore que, au nom de quoi ne discuterons pas avec ceux qui sont enfermés dans les cellules et autres? Au nom de quoi on estime que Abobala n'est pas un interlocuteur, que BCC n'est pas un interlocuteur? Au nom de quoi? On est un pays où
On est dans un pays où le radicalisme certain a plongé toute une région dans la guerre. Et vous ne pouvez pas, dans la guerre, maintenant juger la réaction. Parce que vous ne savez jamais si c'est une réaction ou c'est une action. Hein? Et comme le disait Bernard Kouchner, la réaction entraîne l'action, hein, et vice-versa. Et à un moment donné du cycle, vous ne savez plus si c'était la réaction ou c'est l'action. Donc la question n'est pas de savoir si on est venu, par exemple, porter atteinte à un homme en tenue. C'est de savoir si, avant que l'homme en tenue ne soit ainsi victime, il n'y a pas eu une heure après une action d'autres hommes en tenue qui était totalement inadmissible. Pour certains qui sont entrés dans une maison, comme ça, ouvert les portes et commencé à violenter des gens, par exemple, enlever des gens ou faire autre chose que je ne veux pas dire ici. Et maintenant, celui qui va aller réagir après, c'est dans la réaction. Oui. Mais on ne peut pas considérer sa réaction comme l'action. Mais quand le cycle se répète, finalement, on ne sait pas qu'est-ce qui est l'action et qu'est-ce qui est la réaction. On est dans une spirale globale de guerre, de violence incontrôlée. Et des groupes, maintenant, incontrôlés, s'y mettent aussi pour essayer de créer leur propre réseau, pour maintenant rendre ingouvernable les localités. On en est là-bas, on en est à ce point-là, avec des groupes incontrôlés qui se sont créés. On n'en est pas très éloigné. Je vais vous dire une scène que j'ai vécue. J'étais dans un hôtel qui s'appelle Chariot, sans publicité, à Buea. Et cette nuit-là, des individus, on a brûlé une voiture, pas très loin de l'hôtel, à côté d'une station d'essence, sur la route. Il y a un commissariat à côté. Il y a un commissariat de sécurité publique à côté. Ce commissariat se caractérise aussi par, comme la plupart là-bas, par des sacs de sable de protection. Hein? Oui. Mais la première réaction, quand il y a eu ce bruit, a été que les policiers ont fui d'abord dans leur salle, ont barricadé d'abord. Et c'était peut-être une réaction normale. Et sont-ils seulement équipés pour affronter ce qui va arriver, ainsi de suite. Parce qu'il y a des gens qui sont super équipés, mais des gars qui font la sécurité au quotidien, il semble qu'on ne s'en occupe pas de manière sérieuse. On donne l'argent à ceux qui se baladent dans les grosses voitures, cagoulés même souvent, avec des gros gilets pare-balles, mais ceux qui sont sur place ne peuvent pas assurer la sécurité. Mon chauffeur a demandé, mais il n'y a pas, il s'appelle pompier ici, il sort d'où pour venir faire quoi ici? Donc, il y a comme un no man's land qui existe là-bas. Et donc, même des groupes armés qui n'ont rien à voir avec les séparatistes peuvent maintenant se sont même constitués, je crois, pour s'aimer aussi la terreur. Et donc, il y a une industrie de la guerre qui s'est développée avec plusieurs opérateurs. Et ça, cette situation d'insécurité est de la responsabilité du régime de Yaoundé. Et donc de M. Biya qui refuse le dialogue, à la limite. Parce que vous ne pouvez pas comprendre, j'étais là pendant que, quand j'arrive dans les zones de région de nord-ouest, et je demande aux gens, qu'est-ce que vous pensez du plan d'urgence? Mais vraiment, l'une des réactions les plus simples a été, est-ce que dans ce que Moussongué a envoyé là, vous avez vu que nous avons besoin de l'assistance humanitaire? Est-ce que dans tout le chapelet des préoccupations que nous avions ici, vous avez vu une des choses qu'on appelait plan d'urgence comme vous voulez ici? Si M. Biya et les hommes font leur part, qui garde ça à Yaoundé, ce n'est pas la raison de problème. Voilà le sentiment que les gens ont. On ne peut pas nous ridiculiser un pays à ce niveau. C'est M. Biya qui, refusant le dialogue, a créé sa propre commission, dans laquelle il y a quand même des hommes sérieux. Entre autres, j'ai des amis qui sont à l'intérieur et qui sont des hommes sérieux. Mais cette commission est allée sur le travail malgré le fait que cette commission n'était pas acceptée par une partie de l'opinion. Mais elle est allée sur le terrain. C'est elle qui a choisi qui elle devait rencontrer. Elle a rencontré donc des gens qu'elle estimait être représentatifs de la population et du nord-ouest et du sud-ouest, donc des anglophones. Et au sorti de ça, elle fait un compte rendu cette commission. Et vous, au lieu d'adresser les questions qui sont consignées dans le rapport de la commission, vous inventez votre problème et vous donnez une solution à votre problème à vous. Mais vous moquez des gens. Donc vous estimez que le plan d'urgence humanitaire, c'est du pipeau. Il va rien donner. Monsieur Guy Zogo, si votre maison commence à brûler tout de suite, vous croyez que, et que vous vous rendez compte que votre salon vient de brûler, vous croyez que l'assistant que vous attendez de quelqu'un, c'est vous dire que prends le nouveau salon si tu installes? Si votre meuble vient de brûler, alors que le feu est encore là, l'action c'est de prendre un salon pour l'installer? Non. C'est d'abord d'éteindre le feu de manière normale, de sécuriser, de voir qu'il n'y a plus de possibilité que le feu sorte, et ensuite de voir comment on reconstruit. Vous ne reconstruisez pas dans la guerre. C'est même une insulte à l'intelligence des Camerounais. Alors, sur la question du dialogue, est-ce que, à votre avis, il aurait donc fallu que le gouvernement commence à adresser les résolutions, ou si on peut les appeler ainsi, les points essentiels notés
après les discussions, les concertations sur la crise anglophone par la Commission. C'est par là qu'il faut commencer. Mais c'est même logique. C'est vous qui envoyez une commission sur le terrain, qui fait un travail et qui vous rend compte. Vous mettez ça de côté, vous créez votre réseau. Est-ce que c'est pas rationnel? C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que le gouvernement, à votre avis, est prêt à discuter, par exemple, de la question du fédéralisme telle qu'elle a été évoquée? Refuser d'abord de discuter du fédéralisme, c'est peut-être, à mon sens, un peu de l'idiotie. À un moment donné, d'ailleurs, c'est ce refus de discuter du fédéralisme qui a fait qu'aujourd'hui, on arrive, les séparatistes sont devenus majoritaires. Avant, ils n'étaient pas majoritaires. C'est les fédéralistes qui étaient majoritaires. Aujourd'hui, c'est ces seigneuristes qui sont majoritaires. Donc vous ne pouvez pas avoir une constitution du Cameroun dans laquelle les mots fédéralisme, État fédéré existent encore. Vous ne pouvez pas avoir un code pénal qui a encore le mot État fédéré et vous estimez que vous ne débattez pas du fédéralisme. La constitution actuelle a encore ces mots-là à l'intérieur. La constitution de 96. Vous ne pouvez pas refuser ce dialogue. Moi, je suis fédéraliste. Les orangistes sont fédéralistes. Nous pensons que c'est un mode qui sied à notre pays. Peut-être pas pour deux États. Peut-être pas partie francophone, anglophone, c'est pas ça qui est le débat. Nous sommes fédéralistes. Pourquoi refuser le débat sur le fédéralisme? Pourquoi des gens pensent qu'ils ont le titre foncier du Cameroun, que c'est leur propriété? Au nom de quoi des gens vont estimer que ce qui est bon pour eux est forcément bon pour tout le monde? Pourquoi est-ce qu'on refuse le débat de discuter sur la forme de l'État? Pourquoi ce débat doit être refusé? On nous dit que dans la Constitution, on a dit qu'on ne débat pas sur la forme de l'État. Mais pourquoi la Constitution de 61 n'a pas été respectée? Puisque dans la Constitution, on a dit que cette disposition ne devait pas être changée. Donc on ne peut pas, de manière évolutive, choisir ce qui est bon pour soi et l'imposer à l'ensemble de la communauté comme étant la chose la plus intéressante. Donc de ce point de vue, M. Biya et son régime doivent se rendre à l'évidence qu'ils sont en train de courir vers un cul-de-sac et revenir sur terre et convoquer les assises. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le seul fait que la commission ait rendu public ce communiqué et que d'ailleurs dans le camp du pouvoir, le ministre Famdongo et quelques autres personnes disent que toutes les hypothèses sont possibles, on peut discuter de tout, il y a un changement là, est-ce qu'il n'y a pas, on commence à lâcher un peu du lest? Pouvait-il en être autrement dès lors que le rapport de Moussongué a été comme une couleuvre à avaler? Puisque c'est une commission qui est officiellement installée par M. Biya. Qui vient vous dire que les gens veulent ils veulent le dialogue, ils veulent le débat du fédéralisme. Vous ne pouvez pas, de manière logique, ne pas faire évoluer vos positions, même si c'est du bout de lèvres. Donc c'était normal, il fallait s'y attendre. Mais sauf qu'au même moment qu'on le dise, ils vont chercher une autre solution qui n'a rien à voir avec ce que les gens attendent. Parce que comme on est dans une logique de prévarication, parce que vous savez, le régime de Biya qui est en place est caractérisé par la prévarication. C'est-à-dire que la prévarication, comme je l'ai théorisé il y a 10 ans, je l'ai écrit. La corruption et la prévarication sont consubstantielles au fonctionnement et à la pérennisation du régime néocolonial en place. C'est-à-dire que si vous enlevez cette possibilité-là, le régime ne fonctionne plus, il tombe. Donc, c'est pour ça que vous avez un budget, par exemple, juste pour illustrer. Vous faites un budget qui est au-delà de vos moyens, hein, en sachant que un tiers du budget vont être au moins un tiers consacré à la prévarication et au détournement. Tout le monde le sait. À travers la Mercuriale, tout le monde le sait. C'est-à-dire que sur 5 000 milliards, 5 400 milliards, il y a au moins 2 000 milliards qui n'ont rien à voir avec les besoins de l'État du Cameroun. Vous ne pouvez pas payer ce stylo à 500 francs dans la Mercuriale alors qu'on l'achète à 50 francs au quartier, monsieur. Et c'est officiel, c'est dans la Mercuriale. Les ordinateurs que j'achète pour mon cabinet, que j'achète à 400 000 francs, chez des jeunes Camerounais qui ont des hommes d'affaires, elle a dit, et autres machins, qui sont dans la rue de Yaoundé, la Mercuriale, vous allez l'acheter à 2,9, hein, machin, 2 900 000. Il faut multiplier par 4, au moins. Et c'est ça qui marche. Donc, ça vous donne le référentiel de l'institutionnalisation de la prévarication. Donc, pour dire que quoi, la réalité, chaque fois, ce régime ne pense qu'à des possibilités de détournement supplémentaire d'argent. Puisqu'à la réalité, c'est qu'on vient imposer à des fonctionnaires de payer tel montant. Au nom de quoi? C'est même une violation des droits de l'homme grave. C'est parce qu'on postule que le fonctionnaire vole quelque part. Que dans ce qu'il vole, sort quelque chose, tu donnes. Mais on ne peut pas postuler on ne peut pas de manière rationnelle postuler qu'un gars qui attend un salaire de 200 000 peut sortir 50 000 francs à vous donner alors que le loyer au quartier est 150 000. C'est pas possible. C'est parce que le postulat de départ, c'est que comme nous sommes une société fondée sur la prévarication et le vol, on t'a donné une position dans laquelle tu dois voler, on le sait, sors 50 000 dedans et tu donnes. Toi, sors 500 000, tu donnes parce qu'on sait que tu voles. Donc donne-nous une partie de ça. C'est de ça qu'il est question.
Alors, merci beaucoup, Dr Elia Kamga. Je rappelle que vous étiez notre invité. Vous êtes le mandataire de l'Offre Orange et vous êtes aussi candidat à l'élection présidentielle de 2018 au Cameroun. Vous vous êtes donné la peine de venir dans notre studio discuter avec nous. C'était un plaisir et j'appelle tous les Camerounais à se mobiliser pour qu'ensemble on procède au retour à la souveraineté qui devrait appartenir au peuple. La révolution orange est ouverte à tout le monde et nous allons faire un pays, nous allons doter le Cameroun d'un système de conciliation, y compris avec ceux qui sont au pouvoir, qu'il n'ait pas peur de notre arrivée. D'ailleurs, dans l'offre orange, nous avons prévu comment on va sécuriser M. Biya quand nous allons arriver au pouvoir. Donc, de ce point de vue, si on peut sécuriser M. Biya, on peut sécuriser aussi tous les autres. Donc, que les gens nous rejoignent pour qu'ensemble, on mène la révolution qui va permettre de balayer le régime néocolonial en place. Merci aussi à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis dans cette édition de Géopolis. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h30 pour une nouvelle édition de Géopolis. C'est uniquement sur Equinox Télévision. À très bientôt donc, madame, monsieur, et restez en compagnie de nos programmes.